J'ai eu récemment, par SMS, puisqu'on correspond par SMS, un échange avec Éric Zemmour. Voilà. Je dis les choses comme je dis. Si tu crois, Éric, que le fait qu'il soit plus cultivé, ou plus compétent, ou qu'il y ait une culture historique supérieure à celle de Marine Le Pen est un avantage, tu te trompes. Je te renvoie au mot de Clémenceau, en démocratie, on vote pour le plus bête. Ah, me dit-il, mais alors De Gaulle, Mitterrand, etc. Mais De Gaulle, il n'est pas revenu au pouvoir par le suffrage universel, il est revenu au pouvoir par l'armée, cher Éric, voilà. Et il me dit, mais 65, justement, précisément, il a été mis en ballottage, il a été réélu de justesse. Et 4 ans plus tard, les Français le congédiaient. L'histoire de Clémenceau, c'est ça aussi. Clémenceau, le père de la victoire, en janvier 2020, il est battu par Deschanel pour la présidence de la République. En démocratie, on vote pour le plus vite. Donc si tu penses que c'est un avantage, tu te trompes. Le pouvoir, l'histoire de nos républiques jusqu'à la 5e, c'est que dès qu'il y avait une tête qui dépasse, on la coupait. Voilà. Bon, la 5e République instaure, grâce à De Gaulle, c'est l'espèce de monarchie républicaine. Mais en fait, dont on a vu que le costume était taillé pour De Gaulle et que derrière, personne n'est vraiment entré dedans, malgré les efforts de certains. Donc évidemment, Patrick Buisson est en train de... J'ai quelques notes là que je vais partager avec vous. Patrick Buisson et Georges Clémenceau et peut-être d'autres, et il donne des exemples avec De Gaulle et Clémenceau lui-même, et bon, je pense qu'il serait capable de donner d'autres exemples. Donc en démocratie française, apparemment, en tout cas très 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 souvent, par le passé, dès qu'il y avait une tête qui dépassait, on la coupait. C'est-à-dire qui peut-être sur le plan de l'abnégation, du travail, d'avoir bien conscience de la réalité des choses, de s'efforcer pour des raisons spirituelles ou éthiques de ne pas rester dans l'état où il était, mais de s'améliorer intellectuellement, psychologiquement, moralement, socialement, spirituellement. Mais dès qu'il y avait une personne comme ça, eh ben, quand il dit, dès qu'il y a ou qu'il y avait une tête qui dépasse ou qui dépassait, on la coupe ou on la coupait. Donc, et on préférait quelqu'un de plus médiocre, dans le sens où il dit en démocratie, Patrick Buisson, Georges Clémenceau, vous voyez qui c'est, hein? En démocratie, on vote pour le plus bête. En démocratie française, en tout cas, il parle de la France évidemment. En démocratie, on vote pour le plus bête. Alors, c'est intéressant enfin, c'est intéressant. Pas le fait que ce soit potentiellement vrai, mais apparemment, il n'y a pas que lui qui le dit. Son interlocuteur, celui qui l'interroge dans cette émission, ne le reprend pas véhément. Et puis, il donne au moins un nom, il y en a certainement d'autres, ça fait presque là déjà ils sont 3, qui dit à peu près la même chose. Georges Clémenceau. Enfin, vous cherchez exactement ce qu'il a dit, mais là déjà il y a 2 personnes. Je pense que qu'on soit d'accord ou pas avec la foi ou l'idéologie de Patrick Buisson, peut pas se permettre qu'il n'a pas quelques connaissances historiques et pas du tout d'érudition. Moi, j'ai jamais voté à l'extrême droite. Enfin, on ne sait plus trop ce que c'est fait. C'est tellement, je trouve souvent, c'est le point Goldwyn, hein. Utiliser à la va-vite, en tout cas on le voit sur les réseaux, l'idée de fascisme, d'extrême droite,
Bon, mais en tout cas, moi, j'ai jamais voté pour les partis classés par l'État ou les préfectures d'extrême droite. Il y en a en 2022, pour l'instant. Alors, dès qu'il y a une tête qui dépasse, et là, pas pour des raisons d'orgueil, etc., mais plutôt vertueuse, en France, on la coupe, apparemment. Et en France, dans des périodes démocratiques, on a eu tendance à voter pour le plus bête. Alors, d'où ça vient tout ça? Je ne vais pas faire de la psychologie, mais je vais conclure plutôt assez rapidement. Peut-être que les Français préfèrent avoir peut-être un esclave. Je fais quelques notes là, j'essaie de me relire. Quelques esclaves dont ils peuvent facilement virer ou socialement piétiner quand ils font pas leurs 4 volontés comme des malpropres. Parce que si ils votaient pour des gens vertueux, et la vertu, en tout cas humaine et surtout chrétienne, c'est de s'efforcer au maximum de l'être, c'est pas de l'être, ou de faire la leçon aux autres sur la vertu. C'est d'être dans une démarche sincère. Donc, les Français peut-être préfèrent consciemment ou inconsciemment choisir un potentiel esclave, c'est-à-dire quelqu'un qui pourront facilement virer moralement et ou spirituellement ou rapidement piétiner comme des malpropres, vous savez, comme si c'était eux en fait les petits dieux. Je dis peut-être, hein, plutôt que une personne vertueuse, c'est-à-dire qui essaye de toutes ses forces de l'être ou exemplaire. Qui essaye d'être vraiment, ben là, évidemment, il serait obligé d'essayer de lui ressembler, là. Je pose une question. Ben oui. Et plutôt que de vouloir le virer. Peut-être avant de le virer, il faudrait qu'il tente d'être à son niveau. Je ne dis pas qu'il ait forcément des comptes à rendre, officiels. Mais aux yeux de sa femme, de son mari, ses voisins, on a peut-être plus envie d'instaurer une ambiance d'amusement, de loisir, parce que là on sait qu'on n'aura jamais de compte à rendre. Que si on élit des personnes vertueuses, on se doit de tenter, et être vertueux chrétiennement et humainement, c'est de mettre toutes ses forces à l'être, c'est pas prétendre l'être ou faire la morale aux autres, évidemment. Mais là, donc, il serait peut-être forcé de prendre cette démarche. Je pose une question. C'est peut-être ça qu'ils veulent pas. Parce que ce soit pour leur monarque, leur empereur ou leur président des républiques, les Français, quelque part, et même les intellectuels, que ce soit les intellectuels ou citoyens de classe sociale, j'aime pas du tout ce mot, moi, pour moi tout le monde est en dignité égaux, mais je sais pas comment dire, de classe sociale, socialement moins bien lotis, on dit inférieur, mais je sais pas comment dire. Voilà, ben, que ce soit ceux qui sont en haut ou en bas, envers leur monarque, empereur, et peut-être président des républiques, ils veulent et ils ont voulu que ces gens-là, ces postes-là, exercent ces postes-là comme un sacerdoce. Ce qui dit un petit peu dans cette émission, que je vous invite à aller voir, Livre Noir, dans la chaîne YouTube Livre Noir, Patrick Buisson, ils ont tendance à vouloir que ces gens-là, empereurs ou monarques ou présidents, en tout cas beaucoup l'ont signifié haut et fort, sans qu'ils soient repris par les autres citoyens, disant mais non, mais laisse-le, il fait ce qu'il peut. Non, c'est pas comme ça. Les Français veulent et ont voulu que ces gens-là exercent le pouvoir comme un sacerdoce
comme une ascèse, qu'ils incarnent le service du bien commun. Ils ont espéré qu'ils soient des personnes qui élèvent, qui grandissent les autres. Hein, ils ont espéré ça. Voilà. Donc, sacerdoce, ascèse, incarner le service du bien commun, être celui qui élève, qui grandit. Eh bien, le problème, c'est que avant, et c'est refuser la République, et c'est, si c'est pas le cas, et c'est en fait donc l'explication de pourquoi en démocratie, alors on vote pour le plus bête, et qu'on coupe toutes les têtes qui dépassent, hein, c'est qu'on veut avoir des chefs, entre guillemets, ou des gens qui exercent la fonction de chef eh bien, on les veut comme des esclaves. Comme ça, on peut jamais se remettre en question. Et dans ce cas-là, c'est pas celui qui est élu, le petit Dieu, c'est le citoyen, qui après, comme des malpropres, ils sont plus nombreux, de toute façon, qu'est-ce qu'ils vont dire, ceux qui soutiennent celui qui a été élu, ou son entourage, et lui-même, qu'est-ce qu'ils peuvent dire devant la masse. Ah ouais, je vais employer des mots qu'on emploie, excusez-moi, c'est une grosse merde, ouais, les gars, ouais, on a dit oui, bon, ben, ça y est, on l'a dit, donc c'est le cas. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils préfèrent voter pour les plus bêtes et avant ça couper les têtes qui dépassent, pour se comporter comme des petits dieux face à un esclave. En gros, hein, évidemment. Mais ça, c'est pas la dignité humaine, ça. Se prendre pour un petit dieu en tant qu'humain. Et on peut conscientiser et observer que dans ce cas-là, les petits dieux, c'est pas celui qui est élu. Même s'ils le disent jamais, mais pourtant c'est le cas. C'est eux qui se prennent pour des petits dieux dans ce cas-là. Mais en République, avant de vouloir avoir quelqu'un qui exerce la présidence ou la chefitude, enfin la présidence de son pays, s'il y en a encore besoin, et qu'il ait toutes ces vertus que j'ai dit, qui soient dans la 16 pour soi et les autres, le sacerdoce incarne le service du bien commun, celui qui soit celui qui élève tout le monde et qui les grandit. En République, depuis l'alphabétisation, les droits et libertés fondamentales déclarés et le droit de se présenter à une élection, aux élections et de voter, est-ce que ce ne sont pas les citoyens d'ailleurs, depuis cela, hein, en 1789, il y avait beaucoup moins de gens qui savaient lire et écrire. Donc, il y a une évolution, mais qu'on fait, on pourrait dire aussi, on dit souvent, que font un tel du pouvoir? Que font les citoyens de tous ces progrès-là, hein, ou ces droits-là? Le droit de pouvoir même lire les textes sacrés, de pouvoir étudier, même s'ils n'ont pas fait d'études dans les cycles normaux des institutions étatiques et ou nationales. Ils peuvent acheter des livres, ils peuvent rattraper le temps perdu, hein, sur peut-être une plus longue durée, sur tous les sujets qu'ils trouvent importants. Mais est-ce que ce ne sont pas à eux, en République, d'être dans une sorte d'ascèse en tant que citoyen, d'être dans une sorte de sacerdoce en tant que citoyen, de démontrer peut-être même officiellement qu'ils incarnent des personnes qui sont soucieux du bien commun, et que avant d'exiger de pouvoir lire des gens en même temps bêtes apparemment, mais qui en même temps élèvent et grandissent le tout, c'est ce qu'ils attendent aussi. En plus,
sacerdoce, ascèse, service du bien commun, mais aussi qui élève et qui grandit la communauté entière. Donc eux-mêmes, qui soient dans l'incarnation du souci du bien commun, d'une sorte de sacerdoce, d'une ascèse, pour cela, dans leur vie de tous les jours, la façon dont ils se comportent, la façon qu'ils trouvent important de pas rester là où ils en sont et comme ils sont, mais de progresser intellectuellement, spirituellement, et en ce qui concerne d'élever et de grandir, que évidemment, que leur préoccupation, d'abord de demander ça à d'autres, qui aient eu la conscience et l'intelligence et le sérieux, avant de fonder une famille par exemple, d'être capables d'élever et de grandir leurs propres enfants. Alors voilà. Donc, et donc dans tout ça, de vouloir être exemplaires eux-mêmes à leur niveau. Hein? Plutôt que... Voilà. Donc on veut couper des têtes, on veut voter pour le plus bête, puis en même temps... Ah voilà. De même, il demandait, et là j'ai fini, il demande à tous ces gens-là, c'est-à-dire ces empereurs-là, monarques ou présidents, de ne pas jouir que ces gens-là ne jouissent pas de leur pouvoir quand ils étaient élus. Peut-être qu'aussi, pour finir, je rajouterai ça, est-ce que, malgré qu'il y ait eu le jouir sans entrave, là je pense, on parlait de quoi? De sexuellement ou du pouvoir? Parce que c'est un petit peu peut-être différent. Il faut aussi donc peut-être penser que le citoyen ne doit pas jouir de son pouvoir, ou du pouvoir que le progrès lui a mené. C'est une question. Parce que ça, évidemment, ils ne veulent pas que ceux qui les dominent jouissent de leur pouvoir à leurs dépens. Ils se foutent de leur figure, une fois élus, et de leur argent. C'est-à-dire à partir des impôts, ou même de leurs décisions, qui peuvent faire décliner un pays en jouissant du pouvoir. Et ils devraient peut-être se poser la question, ces citoyens-là, qui n'ont pas à jouir de leur pouvoir que leur a donné le progrès, peut-être la spiritualité chrétienne, etc. Je ne parle pas sexuellement, je ne parle pas de sexualité, je ne parle pas mais dans la mesure, je ne parle pas de tout ça. Je parle du pouvoir, là. Hein, jouir sans entrave, je ne sais pas s'il parlait du pouvoir ou de la sexualité. On demande que un président de la République n'est pas là pour jouir du pouvoir, mais vous, individuellement. Est-ce qu'il y a des choses plus hautes que le fait de jouir de son petit pouvoir qu'on a et qui est grand, hein? Certains disaient que certains fustigent les monarques, souvent pour des bonnes raisons. J'ai dit souvent, ça veut dire pas tout le temps. Mais est-ce que les monarques d'une certaine époque avaient les mêmes pouvoirs qu'un seul citoyen a aujourd'hui, par exemple? Là, c'est juste oui, on ne parle pas du pouvoir sur les autres, là, évidemment. On parle du pouvoir. Bon. Donc, on peut réécouter tout ce que j'ai dit, sauf si on veut fuir et qu'on ne veut pas être de la mauvaise foi, comme moi je viens de parler par rapport à ceux qu'on élit, on est les plus bêtes, etc., etc., couper les têtes. Bon, déjà, on peut réécouter tout ce que j'ai dit, mais puis je rajoute, est-ce que le citoyen est là pour jouir du citoyen en République? Et ce n'est pas être citoyen comme dans n'importe quel régime, demandant des choses éthiques à ceux qui les gouvernent, dont, j'ai dit avant, dont une chose de ne pas jouir du pouvoir, mais de servir une fois qu'ils sont élus. Est-ce que les citoyens ne doivent pas faire pareil? Et est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'au-delà enfin voilà, est-ce que c'est le cas? Oui, c'est malsain que quelqu'un en République, et je dis ça surtout en tant que chrétien, c'est la même chose, une fois élu, jouisse du pouvoir et pense plutôt à jouer du pouvoir en faisant peut-être mine de travailler ou d'être dans un état de sacerdoce et d'ascèse
en jouant un rôle de sacerdotal. Je dis jouant. Et comme s'il était dans un état d'ascèse. Puis en fait, c'est pour jouir du pouvoir. Ça, c'est donc jouir du pouvoir, même si on fait semblant d'être dans l'ascèse. Est-ce que les citoyens français, ils sont dans quelle position par rapport au pouvoir qu'ils ont, de se présenter, le souci du bien commun, de l'éthique, peut-être même de la spiritualité républicaine et ou chrétienne, ou que sais-je. Quelle position ils ont par rapport à tout ça? Comment ils utilisent leur pouvoir? Cela vaut aussi pour eux, et peut-être surtout pour eux, d'abord. Hein? Voilà. Première réflexion par rapport dont je me suis appuyé par rapport au discours de Patrick Buisson. Beaucoup de choses ont été écrites, aussi bien par des sociologues, des penseurs, des historiens, sur justement cette grande rupture de ces années-là. Et pourtant, la vôtre étant la somme, je trouve, la plus complète au sens historique sur la France, mais je n'arrive toujours pas à comprendre l'origine de ce basculement. Pourquoi c'est arrivé là? Est-ce que c'est un nouveau système économique? Est-ce que ça a été pensé par des déconstructeurs, la French Theory? Je n'arrive pas à mettre le doigt. Est-ce que vous avez une idée, vous, parce que vous n'abordez pas vraiment ce sujet, sur les causes profondes? C'est très difficile. Les causes profondes. La déchristianisation, bien sûr, mais d'où vient-elle? Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a une volonté d'abord? Oui, mais la déchristianisation, le phénomène majeur, c'est la révolution consumériste, c'est la révolution économique, avec un média de masse qui est la télévision, qui va avoir un pouvoir de reformatage des esprits comme aucune institution, aucun État n'avait pu en disposer dans l'histoire. Je veux dire, prenez un mandement épiscopal au XIXe siècle, c'est 100 fois moins de pouvoir et d'influence qu'un poste de télévision en 1965 dans un foyer rural. Hein, vous comprenez? Je dis dans la préface que la lumière bleue de la télévision remplace la petite lumière rouge la présence du tabernacle. Oui. La révolution consumériste, c'est que finalement, alors que le capitalisme, je renvoie là aussi à Weber et à la dimension chrétienne ou protestante du premier capitalisme, le capitalisme entrepreneurial, participait d'une anthropologie chrétienne. C'était celle de la satisfaction différée. Au fond, c'était le même schéma. L'investissement capitaliste, c'était l'investissement chrétien. Nous connaîtrons le bonheur et la félicité dans un autre monde, ce qui vaut que dans notre vie terrestre, nous renoncions à la jouissance de certains biens et que nous sacrifions pour les générations à venir. Le même schéma anthropologique, spirituel, le même appel à la transcendance a fait que le capitalisme s'est développé, c'est tous les travaux de Weber, sur cette anthropologie chrétienne. Et la grande rupture, le phénomène fondamental, la source de tout, l'explication de tout, c'est la rupture du capitalisme avec ses origines chrétiennes, le passage à un capitalisme financier de rendement et de rentabilité immédiate, le retour spéculatif, le compulsif, hein, la demande de retour sur intérêt immédiat qui rompt avec l'anthropologie chrétienne. Et le consumérisme, c'est ça, c'est on s'identifie aux choses. C'est le livre de Pérec, Les choses, dont Baudrillard, dans un esprit marxiste, a quand même bien montré que l'achat des choses, c'était pas l'achat de la consommation, c'était l'achat d'une gratification. C'est l'identification de celui qui achetait à l'objet qu'il achetait. Hein. On n'achète pas un imperméable Burberry ou un foulard Hermès par hasard, parce qu'on entend une gratification sociale, une plus-value en matière de statut ou de considération de sa propre personne. Donc il y a un autre système de croyance qui se met en place avec, effectivement, un conflit. Et c'est là où l'Église fait le mauvais calcul, c'est-à-dire qu'elle pense qu'il lui faut tenir compte des possibilités, du déplafonnement des possibilités de bonheur terrestre que représente la révolution consumériste décrite par Fourastier, l'enrichissement général, l'accès à des biens dont peu profitaient auparavant. C'est là où l'Église se trompe parce qu'elle va faire le mauvais choix stratégique en se banalisant et en se mettant finalement dans le rôle de producteur de biens symboliques comme peuvent l'être les grandes marques, par exemple, sur le marché des croyances. Mais le problème, c'est que effectivement, elle ne va pas soutenir la concurrence.
la révolution consumériste, c'est que finalement, alors que le capitalisme, je renvoie là aussi à Weber et à la dimension chrétienne ou protestante du premier capitalisme, le capitalisme entrepreneurial, participait d'une anthropologie chrétienne. C'était celle de la satisfaction différée. Au fond, c'était le même schéma. L'investissement capitaliste, c'était l'investissement chrétien. Nous connaîtrons le bonheur et la félicité dans un autre monde, ce qui vaut que dans notre vie terrestre, nous renoncions à la jouissance de certains biens et que nous sacrifions pour les générations à venir. Le même schéma anthropologique, spirituel, le même appel à la transcendance a fait que le capitalisme s'est développé, c'est tous les travaux de Weber, sur cette anthropologie chrétienne. Et la grande rupture, le phénomène fondamental, la source de tout, l'explication de tout, c'est la rupture du capitalisme avec ses origines chrétiennes, le passage à un capitalisme financier de rendement et de rentabilité immédiate, le retour spéculatif, le compulsif, hein, la demande de retour sur intérêt immédiat qui rompt avec l'anthropologie chrétienne. Et le consumérisme, c'est ça. Dites-moi ce que vous pensez de cette deuxième partie d'extrait de Patrick Buisson sur Livre Noir. Dites-le moi en commentaire, en lien à l'émission entière de Patrick Buisson. Et abonnez-vous à ma chaîne, s'il vous plaît. À bientôt pour de nouveaux contenus du même type sur ma chaîne, sur la chaîne Débunkage.